Bienvenue, messieurs, dames, à cette très grande émission Tour des contrôles, émission proche avec la population congolaise. Plaisir ezali été accueilli bato zali na plateau oyo na monamboka oyo tobengi na kombo ya Clovis Lumwanga oyo azali pe bongo l'un des cadres de Birek parti cher ya Julien Paluku oyo azali pe bongo ministre ya Mboka Nabiso. Je crois que les détails vous aurez avec notre très cher invité. Il est son statut au sein du parti, il est le fédéral de Birek Kasai, c'est aussi l'un des hautes personnalités politique dans la province du Kasaï. Il est ici avec nous sur ces plateaux, c'est avec lui que nous allons surtout débattre autour des points suivants. Nous allons parler sur la suspension du DG de l'OCC et pour quelle cause. Est-ce que Julien Paluku a appliqué la loi ou les règlements des comptes? Parce que ça va dans tous les sens. Plusieurs personnes lui taxent d'être égoïste, plusieurs personnes lui taxent d'avoir utilisé ses sentiments. Il n'a pas respecté les prérogatives de règlement qu'il devait respecter. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous aurez les détails avec notre invité d'aujourd'hui. Voilà. Et nous allons encore parler avec notre très cher invité autour de points sur le dialogue inclusif au Congo. Qui sont les bénéficiaires? L'approche des Senko et SCC. Est-ce que SCC, Senko, leur option est abolie ou nous devons les prendre en compte? Ce sont les deux points que nous allons débattre autour de cette émission avec notre invité, M. Clovis Lumwanga. M. Clovis, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour mon frère Jancy, je suis très ému de participer pour la deuxième fois dans votre émission. Ok. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Déjà dès l'entrée de jeu, vous êtes une haute personnalité politique du Grand Kasaï, mais on ne comprend pas. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il y a certains qui insultent, vu nos maîtrises, je ne sais pas s'ils ont la maîtrise de ce secteur ou quoi d'autre, mais on voit quand même de l'autre côté, par rapport à la suspension des DG de l'OCC, ça va dans tous les sens, on ne sait pas. Est-ce que ça a été bien réglementé, ça a été bien ordonné, la suspension des DG de l'OCC? Il y a eu des trains qui devaient engager cette suspension où Julien Paluku a utilisé le règlement des comptes selon ce qu'ils le disent. Bon, merci d'abord pour la question posée. Okay. Voilà pourquoi nous sommes là pour éclairer l'opinion publique et tous ceux qui nous suivent pour comprendre pourquoi ces mesures ont été prises. Okay. D'emblée, j'aimerais d'abord préciser une chose, parce que plusieurs personnes pensent qu'on gère la République comme une communauté tribalo-ethnique. Okay. Ou soit nous devons nous baser sur nos appartenances politiques. Non, non. La République se gère sur base des principes et des lois établies. Ok. D'abord, parce que si nous pouvons prendre cette approche tribalo-ethnique, okay, j'aimerais vous préciser ici que le directeur général de l'OCC, Dr Etienne Timanga, est okay, notre grand frère. Je partage la même communauté avec lui, je partage la même province, le même territoire et le même secteur. Donc c'est un grand frère de la communauté. Donc, alors s'il s'agissait peut-être de me pencher, je peux me pencher familièrement de son côté. Okay. Mais ici, nous agissons en tant que des républicains. Okay. Donc nous devons agir comme des républicains pour voir est-ce que les mesures qui ont été prises ont respecté les principes de base et les lois de la République. Okay. Ouais, un peu. J'ai entendu plusieurs personnes qui ont intervenu pour le compte du DG, parler de n'importe quoi. Non, il est de l'UDPS. Ça sont des chantages politiques. Je voulais un peu éclairer l'opinion avant que je puisse un peu clarifier sur le pourquoi de la décision du ministre de Commerce extérieur. Le DG, Dr Etienne Timanga, n'est pas de l'UDPS. Il est de la DTC du vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Son parti, c'est DTC. Et vous savez, c'est comme si lorsque quelqu'un se voit être menacé, peut-être, ou soit se sent dans l'insécurité pour certaines bavures qu'il aurait commises dans sa gestion, il cherche des parapluies politiques.
Voilà, ou s'accrocher. S'accrocher pour mettre une diversion, ou soit les conflits de confiance peut-être entre la famille politique du président de la République et le ministre du Commerce extérieur. J'aimerais un peu préciser un peu ça. Alors, pour maintenant entrer dans le vif du sujet, vous savez que l'OCC a pour mission de contrôler l'exportation et l'importation des biens et des marchandises et inspecter et certifier. C'est ça sa mission. Parce que si cette mission n'est pas bien remplie, allez-y comprendre qu'on risque de mettre même la santé ou la consommation des Congolais en péril. Très bien. Donc ça nécessite quand même une hauteur d'un engagement patriotique qui nécessite que cet organe, cet établissement soit géré par des gens qui ont une conscience et une bonne maîtrise, un bon patriotisme. Malheureusement, les faits pour lesquels le directeur général de l'OCC, les faits pour lesquels il a été reproché, ne datent pas lorsque Paluku est devenu ministre. Ça date depuis très longtemps. Et si le ministre est intervenu dans ces dossiers, c'est parce que lorsque les syndicats, je pense que tout le monde connaît le rôle du syndicat dans un établissement public ou soit dans un organe ou bien dans une institution. Les syndicats ont pour rôle de défendre les droits et les avantages, représenter les travailleurs. Les syndicats ont constaté que il y a une gestion chaotique des ressources humaines. Je peux vous rassurer que sous la gestion de ces directeurs qui vient d'être suspendus, on a constaté des engagements qui avaient beaucoup plus de traits tribalo-ethniques et une politisation. Donc si vous n'appartenez pas à la famille politique, par exemple DTC, donc il est difficile peut-être de bénéficier de l'emploi. Quelqu'un qui peut être engagé aujourd'hui, il y a aussi une question même de promotion des grades. Quelqu'un engagé aujourd'hui, il se retrouve directement sous-directeur, ou soit chef de division, chef de bureau au sein de l'OCC. Les promotions des grades qui ne respectaient pas l'acte conventionnel ou soit les lois de la République. Or, il y a des principes dans l'OCC pour bénéficier de la promotion des grades. L'ancienneté de 5 ans pour des agents, là où soit de 6 ans pour des cadres. Mais lui ne tenait pas compte. Il y a des performances, on ne tenait pas compte de tout ceci. Mais ce qui est encore plus grave, c'est l'installation des systèmes informatiques parallèles. Et je pense que sur base de ça aussi, il n'est pas question aussi de se limiter aux mesures conservatoire prises par le ministre. Ici, nous interpellons aussi à la justice. Parce que l'IGF a déjà fait son travail, mais la justice aussi doit en faire. Vous savez, lorsqu'il y a des détournements, les détournements, comme l'a dit, je pense, dans le procès, l'un des procès qui s'est passé une fois télévisé, le professeur Kalouba a dit plutôt, le détournement, c'est une infraction intellectuelle ou intelligente. Pour commettre les détournements, il y a des mécanismes, il y a des méthodes qu'on doit mettre d'une manière intelligible pour arriver à des fins criminelles. Les systèmes informatiques permettent dans l'OCC de faciliter la traçabilité. Et comment Julien Paluku a détecté qu'il y a eu la médiation et d'autres histoires qu'on lui reproche aujourd'hui, tant qu'il y a eu d'autres ministres qui sont passés par là, mais ils ont laissé cette histoire passer inaperçue. Mais vous savez, Julien Paluku n'est pas n'importe qui. Essayez un peu de lire d'abord son parcours professionnel et institutionnel. Avant sa prise de pouvoir au Nord Kivu comme gouverneur, qui représentait le Nord Kivu à l'époque? Ce n'est qu'après avoir pris cette fonction de gouverneur que Goma est devenue la 3e ville du pays. Et chaque fois, il nécessite dans plusieurs ateliers et conférences partager son expérience de gouverneur vis-à-vis des autres gouverneurs, bien personnalités, de voir comment il parvenait à mobiliser les recettes pour répondre aux désidérata de sa province à l'époque. Une fois quitté le Nord Kivu comme gouverneur, il est devenu ministre de l'Industrie. Et il a laissé des traces indélébiles. Sous son règne au ministère de l'Industrie, la République démocratique du Congo s'est retrouvée quand même à une montée en puissance industrielle, parce qu'il y a aujourd'hui des zones économiques spéciales. Il y a quelques industries sous
le mandat de Paluku à la tête de ses ministères et aussi le plan national de l'industrie qu'il a laissé. Ok. Donc il n'est pas n'importe qui. Et lorsqu'on est ministre de tutelle, on a le rôle d'orienter, de superviser, de contrôler les établissements qui sont mis sous votre tutelle. Et c'est dans ce sens-là, et dans cet intellect, ou bien dans cette intelligence, qu'il a pu mettre des mécanismes qui devraient au moins réformer l'OCC et tant d'autres. Parce que nous parlons de l'OCC, il y a aussi les séquis, les guichets uniques. Donc, depuis sa prise de fonctions au commerce extérieur, sa vision est de réformer tous les établissements publics mis sous sa tutelle. Il y a aussi FEKIN. Bientôt là, il y aura une modernisation des FEKIN. Donc, parce qu'on parle de l'OCC... Le DG qui est là aussi, on lui reproche d'avoir transformé la foire internationale de Kinshasa à un lieu de vendeurs, de conteneurs de Chinois qui font absolument rien, mais vous ne tenez pas compte depuis là. Entre parenthèses, je pourrais vous dire que bientôt là, le projet de modernisation de la FEKIN est en cours. Et je pense que donnons-nous le temps, peut-être incessamment, vous allez voir que les travaux vont débuter. Parce qu'on parle de l'OCC, pour ne pas quitter les sujets, donc c'est la méthode du travail. Vous savez que partout où l'excellence est en train de sillonner, il vend l'image de la République démocratique du Congo. Comment on peut vendre la République démocratique du Congo afin que le produit que nous fabriquons ici prenne aussi une valeur et trouver des marchés sur le plan international. Il y a la question des ELCAF, il y a la Goa et tant d'autres. Donc c'est dans ce sens-là. Monsieur Tshimanga, le docteur Etienne Tshimanga, le DG, malheureusement, il a installé un système parallèle. C'est-à-dire pendant qu'on est en train de percevoir, d'utiliser les systèmes officiels de l'OCC, lui a aussi son propre système avec ses individus ou ses agents à lui qu'il a installé. Mais c'est Tshimanga de l'OCC. Inspecter, oui, pour inspecter, certifier et verser. Parce que ce système permet aussi, sur l'aspect même de la rapidité, de la traçabilité, et va même aussi sur l'aspect financier. Et c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est quelque chose encore de fort et de grave contre la République. Et c'est de ça où nous pouvons aussi profiter pour faire appel au procureur général de la République de s'intéresser du dossier. Parce que le fait de commettre de telles bavures concourt déjà à une qualification, je le précise parce que ça relève de la compétence maintenant du parquet général de la République. Mais à la lecture où nous lisons les choses, je pense que ça tombe déjà dans le détournement des deniers publics et dans le faux usage de faux. Parce que lorsque vous créez, vous installez un autre système que celui qui est reconnu par les canaux officiels, c'est déjà un acte qui n'est pas seulement un acte disciplinaire, mais aussi un acte pénal. Maintenant, si on peut aller juste dans cette logique, parce que nous devons changer le sujet, que devons-nous comprendre de cette affaire de suspension de DG? Parce que ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pouvez ancrer dans le tête des Congolais? Bon, la question que nous devons retenir est celle-ci. La République ne se gère pas sous des émotions. La République ne se gère pas avec de nous, les ressortissants des. Non. La République se gère sur base de lois et des principes fondamentaux. Alors, ce que moi je pourrais conseiller ici aux uns aux autres qui s'ajoutent tout autour de cette décision prise par le ministre, c'est de se référer aux lois de la République que dispose la loi. Si quelqu'un estime que le ministre aurait pris des mesures qui violent la loi ou les lois de la République, les décrets, les ordonnances, ils peuvent les brandir. Faisons les débats comme des républicains et non faire des débats basés sur des sentiments tribalo-ethniques ou soit des partisans, des partis politiques. Donc je pense que les mesures qui ont été prises pour sauver cet établissement qui est déjà
en plein naufrage. Et nous saluons le courage du ministre Julien Paluku, malgré que ces mesures ont quand même tardé, mais elle est salvatrice parce que il s'est montré un bon père de famille. Je vous rappelle ici que avant qu'on y arrive à ces mesures, les ministres auraient installé une commission. Et cette commission était, lorsqu'il y avait des bruits, des dénonciations au sein de l'OCC, lui, en tant que le patron de la tutelle, est venu pour calmer le jeu et mettre un peu de l'ordre, donner des orientations. Et comment il a procédé? En mettant une commission de crise, plutôt une commission qui devrait au moins relayer les difficultés, les désidérata et proposer des solutions. Et cette commission était composée des membres du ministère du Commerce extérieur, les membres de la direction générale et du syndicat. Et après avoir terminé la mission, les points de conflit ou bien des différends ont été relayés et les orientations ont été données. Mais malgré ces efforts d'un bon père de famille, le monsieur s'est récidivé dans l'insubordination, en bafouant les orientations de la tutelle. Parce qu'on lui reprochait des engagements qui ne correspondaient pas aux principes ou soit au texte en vigueur qui régissent l'OCC. Mais il continuait toujours à engager, à faire promouvoir des grades sans tenir compte du respect des textes en vigueur. Et c'est de la subordination. Aujourd'hui, des gens, on en parle, le dialogue inclusif. Je crois que nous aurons seulement 5 minutes pour aborder ce point. Les dialogues inclusifs, qui sera ou qui seront les bénéficiaires, parce qu'il faut globaliser ainsi. Mon cher Jancy, je pense que le dialogue n'est pas mauvais. Le dialogue est bon parce que même dans nos couples, lorsqu'on est dans le foyer, on nous a toujours conseillé d'avoir une culture permanente d'échange lorsqu'il y a des différends dans le foyer. C'est de même aussi avec la maison, surtout que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Très bien. Le président de la République lui-même, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a très bien dit lors du congrès de l'Union sacrée, je pense que j'étais présent dans la salle, le 31 août, il avait dit qu'il est issu, il est issu d'une grande école politique. Qui prône le dialogue, qui prône la lutte pacifique pour accéder au pouvoir. Il ne peut pas refuter le dialogue. Autrement dit, nous soutenons le dialogue. Mais les questions se posent, mon frère Jancy. Les questions pertinentes se posent tout autour de ces dialogues. Nous allons dialoguer quoi? Qu'est-ce que nous allons dialoguer? Qu'est-ce qui nous pousse à dialoguer? Est-ce qu'on dialogue pour dialoguer? Ou bien on dialogue parce qu'il y a un sujet qui doit nous mettre à table? Et dialoguer quand? Et avec qui? Et sous l'égide de qui? Je pense que lorsque ces 4 questions sont répondues d'une manière intelligente, je pense que là on peut au moins parler cette question de dialogue. Parce que je vais essayer un peu de pingler la première question sur dialoguer quoi. Je vois l'opposition, que ce soit... moi je n'appelle pas ceux qui ont pris les armes comme étant une opposition armée, non. Ce sont des rebelles, ce sont des gens qui se sont insurgés, rébellés contre la République. Ils ont pris des armes contre la République. Ils ne sont pas des opposants. Ils ne sont pas les opposants. Ils ne sont pas des opposants. Il n'y a pas position de dialogue avec eux. Conformément à la loi de 2006 portant statut de l'opposition, ils ne sont pas des opposants. Ce sont des rebelles. Qualifier les choses telles quelles. Ils ne sont pas de l'opposition. Même ceux qui sont ici. Moi, je parle de ceux qui ont pris les armes. Voilà. Et tous ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, soutiennent cette prise de position des rebelles. Ils sont tous de mèche. Votre mot de la fin pour ceux qui nous suivent. Non, parce que on doit parler de quoi? Je pense que l'opposition
républicaine, l'opposition non armée, ou soit pacifique, M. Fayoulou, M. Kabound et tant d'autres, je pense qu'ils se laissent dans une distraction d'être entraînés par la crise sécuritaire qui est à l'est de la République. Nous sommes républicains. Que dit la Constitution? La Constitution, dans son article 64, dispose que tout Congolais a le droit de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par force en violation de la Constitution. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas encourager ce que M. Nanga, oulé par le Rwanda, est en train de faire. Non. Et lorsque vous prenez des armes contre la République, directement vous tombez sous le coup de la loi pénale. Ce sont des infractions, c'est porter atteinte à la sûreté de l'État. Pour chiter. Bon, c'est parce que les minutes sont à compter. Je pense que sinon, j'allais au moins ouvrir quelques... Alors, je vous donne 2 minutes. Mais néanmoins... S'il s'agit de dialoguer, parce que j'ai dit on doit dialoguer sur quoi? Est-ce qu'on dialogue sur la crise sécuritaire ou bien la crise de légitimité? Parce que si on parle de la crise sécuritaire, ce n'est pas un sujet qui peut faire objet du dialogue. J'ai suivi M. Kabound qui veut légitimer que non, la corruption, les détournements, les légitimités font partie des causes qui ont poussé les autres à prendre les armes. Est-ce que le déroulement des élections de 2020, M. Kabound qui est ici de l'UDPS, une grande école politique de la démocratie ne peut pas sortir ce genre de propos. Parce que la République, lorsqu'il y a des mécontentements, il y a des mécanismes mis en place pour revendiquer. Il y a les marches pacifiques, comme on le faisait à l'époque. On a fait partie Kabila, pas avec des armes, mais avec des marches pacifiques, avec des dialogues, avec la saisine de justice. Il y a des mécanismes républicains qui sont mis en place pour revendiquer un fait ou un autre qui déplaît nos compatriotes. Merci. Donc je pense qu'ici, M. Tshisekedi est encore en pleine légitimité, parce que je voulais parler même de la question de la légitimité. Il est en pleine légitimité. Il est inopportun aujourd'hui de parler sur la crise de légitimité. Au moins si M. Félix était déjà en cours, bien à la fin de son mandat, là on peut parler de dialogue, que non, on peut parler de dialogue parce qu'il y a une crise de légitimité. Là on peut se mettre tout autour d'une table. Mais lorsqu'il s'agit de la crise sécuritaire, je pense que les lois de la République doivent s'appliquer. Et ce qui nous pousse peut-être à le faire, c'est parce que notre armée n'est pas encore à la hauteur, mais nous saluons les efforts que le président est en train de mener pour ramener notre armée à la hauteur, de répondre à son devoir de protéger l'intégrité territoriale. Je pense que la question de dialogue, pour l'instant, elle est encore inopportune. Je pense qu'au moment venu, il y aura un temps où les Congolais se mettront à table pour discuter Congo. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec notre très cher invité. Il a décrit tout ce qu'il avait prévu. Je crois que, bien que l'État est jaloux, on pourra encore le revoir prochainement pour venir continuer à décrire tout ce qu'il vient de décrire. Merci, M. Clovis, pour votre présence ici. Je crois qu'à la maison, même ceux qui nous suivent pour l'instant sont satisfaits. Rendez-vous demain à partir de 18h40. Merci beaucoup. Là, nous prenons directement nos 3 invités. Nous aurons nos 3 invités qui vont entrer. Monsieur Ernest Mwilou, qui est déjà là. Il est l'un des membres de la DIFA, une grande structure reconnue dans ce Congo, mais aussi Lamouka. Il est toujours avec nous, toujours dans le cadre de partager plusieurs points. Oyo Tobongisi na mokolo molelo. Il ne sera pas seul, hein, je vous rappelle que Maître Yasmik Peyewana azali déjà ko pusana amupazi na biso pour notre ciné kokota na bandeko na biso mususu oyo bazali pe des gens awa pour notre ciné kokota, toujours dans les soucis de partager ces beaux plateaux. Monsieur Maître Mardoché Mbete qui va aussi être avec nous sur ce plateau. Ce sont nos 3 invités du jour que nous allons surtout partager le plateau avec Moramboka Ernest Mwilou. Donc je commence par Maître Yasmik, que je crois qui est déjà ici sur ce plateau. C'est avec eux que nous allons parler autour des points que nous avons bel et bien répertoriés, entre autres Tokobe Tali Solo Namaema Tali, 81 millions d'euros débloqués pour aide humanitaire dans la partie Est. Qui vont le gérer? Ndewa na motuna ya liboso toali na poser kutuna parce que les arabes mosolo oyo ebimi na Union européenne balobi ezali 81 millions
d'euros, il faut débloquer en haut. Dans le cadre, il y a projet Oyo Etali Mboka na Biso. Je ne sais pas qui vont le gérer parce que Estali Bongo Est et Mboka na Biso. Est-ce que Ezali Misolo RDC ko gérer? Torobet appelle solo sur Matali affaire Paka Djouma. Où sont logés ces derniers? Et que pensez-vous sur les dialogues inclusifs? Ce sont des points que nous allons surtout débattre autour de cette émission d'aujourd'hui.